Voilà, nous nous retrouvons ce mardi 17 mai 2022 et nous prolongeons nos entretiens sur le plateau télé FHP Direct. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons Marguerite Cazeneuve. Bonjour madame, vous êtes la directrice déléguée à la gestion de l'organisation des soins de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Laura Le Tourneau, bonjour, vous êtes la déléguée ministérielle au numérique en santé. Bonjour. Vous avez un petit bandeau. J'ai une épaule cassée. Bon, je suis absolument désolé. Pour taper sur l'ordinateur, vous le faites à une main. Et puis, Jean-Pierre Thierry, vous êtes le conseiller du président de France Asso Santé, c'est cela? Bonjour Pascal. Le président qui est là d'ailleurs au Le premier président rang. qui nous Est-ce regarde. qu'on peut tourner les caméras vers le président? Non, non, c'est vraiment très centré ici, mais le président, je pense, va contrôler la parole et la qualité de l'expression, mais qu'il se rassure, nous connaissons Jean-Pierre Thierry, et en général, c'est assuré. On veut traiter de cette question en quelques minutes, rapidement, comme il se doit ici, développer une vraie politique de prévention pour gagner l'enjeu des maladies chroniques, tout un programme. Ça voudrait dire d'abord que l'État, les pouvoirs publics en tout cas, veulent vraiment faire de la prévention et vraiment gagner la bataille des maladies chroniques. Est-ce qu'il est aussi décidé, l'État? Il est très très décidé et il est d'autant plus décidé qu'il sort de la crise sanitaire avec quand même une vraie compétence en la matière. La crise sanitaire, c'est la mobilisation de tout un système public, l'assurance maladie, l'État, pour faire de l'aller vers. Et donc, on a presque 80% d'une population qui a été, de la population française qui a été vaccinée en quelques mois. Et donc, on peut faire pareil sur tous les autres champs de la prévention. Ça, c'est le côté succès. Ça, c'est le côté succès. C'est dépistage. On a du boulot devant nous. Et sur les pathologies chroniques, c'est un sujet un petit peu différent. Ça fait l'assurance maladie travaille depuis longtemps. Notre objectif, en tout cas, c'est d'instaurer la télésurveillance de manière généralisée pour tous les patients chroniques sévères qui ont besoin d'une surveillance. L'objectif étant d'éviter, par exemple, les décompensations cardiaques qui les mènent à l'hôpital. Oui, mais enfin, avant d'en venir au numérique, et notamment avec vous et avec en particulier Laura Le Tourneau, les patients, nous dira sans doute Jean-Pierre Thierry, n'attendent pas que du numérique pour gagner la bataille de la prévention. Il y a autre chose. Alors en fait, la prévention, c'est plein de choses. Puis d'ailleurs, ça commence très jeune. Et donc il y a Franck Chauvin que j'ai vu passer. Que nous avons reçu tout à l'heure. Voilà. Et donc Franck Chauvin vous dira que ça commence la santé, l'éducation à la santé, la promotion de la santé, ça commence tout petit. Et donc c'est dès 3 ans qu'on commence à réduire les inégalités de santé, puisque à 5 ans, on a déjà un écart de 1 à 3 entre les enfants précaires et les enfants de cadre. Marguerite Cazeneuve, pourquoi ferait-on mieux maintenant que ce que l'on appelle de ses voeux depuis 20 ans? Déjà, on a quand même traversé une crise sanitaire totalement inédite. Il y a eu une mobilisation collective des associations, des soignants, des autorités sanitaires. Donc on ressort d'une certaine manière grandi parce qu'on a appris. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est le numérique, et je pense que Laura pourra en parler. Et troisièmement, c'est la donnée, où on est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'on ne l'était précédemment. Et donc, on a la possibilité, grâce à la donnée aussi, d'aller beaucoup plus loin. Alors, je voudrais également vous entendre les uns et les autres, en dialogue. Mais on voit bien donc les épidémies, les urgences, la précaution face à ces crises épidémiques, violentes, comme nous les avons connues. Mais il y a aussi d'autres pathologies. Il y a les cancers, par exemple. Et là, la CNAM, en particulier, doit pouvoir agir. Le dépistage du cancer, c'est un sujet qui est souvent central. C'est un sujet central, et c'est un sujet sur lequel la France, aujourd'hui, n'est pas très bonne. Puisque que ce soit sur les 3 grands dépistages du cancer, mais notamment sur le cancer du col colorectal, on a 35% contre 70% dans les Pays-Bas. Et de manière générale, sur les grands dépistages de cancer, on est assez mauvais. Mais c'est là où tout ce qui a été mis en place pendant la crise est ce qu'on appelle l'aller vers gradué, c'est-à-dire une invitation, une nouvelle invitation, un SMS, une relance, des appels sortants jusqu'à du dernier kilomètre. On l'a vu, des Baxibus qui allaient vacciner dans des territoires plus éloignés, et donc tout un système aussi de très grande proximité avec des médiateurs en santé pour aller jusqu'aux publics les plus éloignés du soin. Voilà. Le rôle des médecins généralistes et des soignants, des infirmiers que vous connaissez pour autant, vous les négligez?
Pas du tout. Leur rôle est doublement renforcé. Alors déjà les médecins, puisque désormais on sera en mesure de leur communiquer la liste de leurs patients qui ne sont pas dépistés, comme on l'a fait au moment du Covid, sur les patients non vaccinés. Donc on va les outiller pour leur permettre de faire davantage de prévention. La deuxième chose, c'est qu'il y a des consultations de prévention qui vont être instaurées à des âges clés, 25, 45, 60 ans. Ça, c'est quoi? C'est une promesse de vous ou une promesse du candidat président ou du président qui était candidat? C'est le programme du président qui a été élu. Et donc, sous réserve d'avoir une majorité, c'est celui-ci qui devrait s'appliquer. Alors ça veut dire quoi précisément? C'est déjà dans les cartons? Vous voyez comment ça va se passer? Alors ça fait longtemps que l'assurance maladie, le ministère, les autorités de santé travaillent au sujet des consultations de prévention. L'idée, c'est vraiment d'avoir à un moment donné des âges clés où vous faites une forme de check-up complet avec à la fois des messages de prévention qui sont adaptés au sexe, au risque que vous encourez, à votre mode de vie, et puis un certain nombre d'examens qu'il faut que vous passiez à ces âges-là. L'objectif étant d'avoir des moments de vie où vous avez un bilan de santé complet, et donc c'est le médecin, mais évidemment entouré d'autres professionnels de santé. C'est pas la médecine scolaire ou la médecine universitaire qui est très déficiente? Ça va au-delà? Alors là, on parle vraiment des trois âges adultes. Ensuite, effectivement, il y a deux autres âges clés. Il y a pour les personnes de 70 ans, où là, il y a un programme qui s'appelle ICOP, qui est très connu, qui est un programme qui permet, par l'auto-évaluation du patient et sa surveillance, de vérifier qu'il ne perd pas en autonomie. Et donc, c'est un programme à la fois motivationnel et de surveillance qui permet de prévenir la perte d'autonomie. Donc ça va être extrêmement puissant dans les prochaines années si on arrive à le généraliser. Et pour les enfants, vous avez raison, il y a 20 examens obligatoires de l'enfant, dont 3 à l'école. Et ces examens, aujourd'hui, on a du mal à vérifier qu'ils sont réellement faits. Et donc, on a un très gros travail, nous, à l'assurance maladie, pour suivre de manière exhaustive et aller chercher les enfants dont on n'est pas sûr qu'ils ont été dépistés ou examinés. Je reviendrai vers vous parce que j'ai pensé vous interroger sur 2 ou 3 ou plusieurs cas précis. Mais ce que nous dit Marguerite Cazeneuve, c'est qu'en fait, quand même, on va s'appuyer fortement sur le digital, sur Internet, sur le numérique, sur les nouvelles technologies. Et ça, dans le fond, c'est vous qui l'organisez au niveau de votre direction avec d'autres. Enfin, expliquez-nous un peu. Et pourquoi ça marchera? Là aussi, la e-santé va vraiment nous apporter un changement peut-être positif, même s'il y a des points négatifs, bien sûr. Je pense que ce qui est clé de comprendre, c'est qu'il y a un consensus autour du fait qu'il faut aller vers plus de médecine préventive, vers une médecine 5P. Tout ça, c'est des mots assez valises qu'on utilise tous un peu à longueur de table ronde, tout comme il faut désiloter la ville et l'hôpital, le sanitaire et le médico-social, etc. Tout le monde est conscient des enjeux autour de ces sujets et du fait que le numérique est une des clé du succès, pas la seule comme l'a expliqué Marguerite, mais est une des clés indispensables pour aller vers plus de prévention. La différence, Laura, le tourneau, c'est que tout le monde dit la même chose, mais moi je vous demande comment vous faites. Juste pour expliquer, pour être bien sûr que tout le monde dit la même chose et donner quelques exemples en lien avec mon espace santé, puis avec votre question sur le dépistage du cancer. Typiquement, on se doute bien que la grosse différence entre le papier et le numérique sur la prévention, c'est qu'on peut faire de la prévention personnalisée, de façon beaucoup plus fine et avec des rappels beaucoup plus fréquents. Si demain vous êtes diabétique, vous avez un glucomètre connecté qui vous suit et que ça vous évite de faire des rendez-vous réguliers. Je me souviens qu'on avait fait le tour de France des régions de la e-santé en 2019. On nous expliquait, c'était en Corse, je crois, qu'ils avaient réussi à estimer le nombre de pieds qui avaient pu ne pas être amputés du fait de ce suivi très régulier grâce aux outils numériques. Via l'agenda de mon espace santé, on se rend bien compte qu'on pourra pousser des rendez-vous de prévention, que ce soit des diagnostics de tel ou tel cancer en fonction de votre âge, de votre sexe, ou des rappels de vaccination. Donc on voit bien ce que le numérique pourra apporter de super sur ces sujets de prévention. La question, ça on est tous d'accord, on le dit tous depuis des années, c'est comment on fait et pourquoi cette fois-ci, comme vous le disiez, ça va marcher là où ça fait 20 ans qu'on échoue, que le DMP est une coquille vide, qu'on a tout un tas de serpents de mer dans la e-santé autour de l'identité nationale de santé, de l'inscription des infirmières au RPPS, et que ça, pourquoi là ça va marcher? Il y a 3 gros chantiers qui vont nous permettre d'accentuer le rôle du numérique dans la prévention. Le premier, c'est que ce qui nous manquait précédemment, c'est un canal de communication sécurisé
entre le citoyen et les pouvoirs publics et les professionnels de santé. Pendant la crise Covid, on aurait été bien content de pouvoir avoir un canal pour pousser ou récupérer tout un tas d'informations sur des consignes sanitaires à suivre, sur le contact tracing, etc. On n'avait pas ce canal sécurisé. Grâce à Mon Espace Santé, qu'on a lancé avec l'assurance maladie, vous avez maintenant plusieurs façons d'échanger avec vos professionnels de santé. Vous avez la messagerie sécurisée. C'était pas normal qu'on écrive à son banquier vers des canaux sécurisés, mais qu'au moment d'envoyer sa prescription au pharmacien, on soit obligé de passer par Gmail parce que c'est le seul petit panneau qui est indiqué sur la pharmacie. Donc on a une messagerie sécurisée, on a un dossier partagé dans lequel on peut partager directement des documents, on a un agenda dont je parlais sur lequel les pouvoirs publics peuvent pousser des rendez-vous de prévention. Donc premier point, on ne pouvait pas échanger en fait de façon fluide et sécurisée, nous, pouvoirs publics comme les professionnels de santé, avec le citoyen. Deuxième point, et ça c'est toute la partie émergée de l'iceberg, mais qui est autant, voire encore plus importante parce que c'est les 12 travaux d'Hercule, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que tous les logiciels de tous les professionnels de santé, donc les pharmaciens, les kinés, les hôpitaux, les EHPAD, la protection de l'enfance, les personnes handicapées, tous ces gens-là, ils puissent pousser leurs documents dans Mon Espace Santé, notamment dans le dossier médical partagé de Mon Espace Santé, et qu'ils puissent avoir accès à ces documents. Donc ça, c'est les 12 travaux d'Hercule. Il faut faire évoluer dans des temps extrêmement contraints tous ces logiciels pour mettre les tuyaux nécessaires. Je vous coupe, excusez-moi, mais ça veut dire quoi, temps contraint ? Là, on parle de 1 an. Typiquement, la première vague du Ségur numérique, elle a été lancée à l'été dernier, et les déploiements seront terminés d'ici la fin de cette année pour faire en sorte de mettre à jour tous les logiciels des pharmaciens, des médecins de ville, de l'hôpital et du médico-social à jour. Oui, je m'excuse pour les grands spécialistes qui sont là, mais parce qu'il faut lier santé numérique et Mon Espace Santé. Tout ça, c'est lié ? Alors, santé numérique. Alors, Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé numérique des. Non, mais en quoi c'est lié à la santé numérique ? Comment c'est lié aux politiques de santé numérique ? Ce que vous faites, c'est moi qui n'emploie pas le bon terme, mais ce que vous faites avec la radiologie, par exemple, c'était pas ça dont vous parliez. Non, je vous laisse poursuivre, excusez-moi. Pas de souci. Non, ce que je disais, c'est que c'est lié. Là, typiquement, sur des sujets de santé numérique et de lien avec la prévention, on a 3 grands projets en ce moment en lien avec toute la feuille de route santé numérique dont vous parliez. Voilà. On a Mon Espace Santé qui est la partie émergée de l'iceberg. C'est ça. En dessous de Mon Espace Santé, entre guillemets, on a le Ségur numérique. Donc ça, c'est 2 milliards d'euros d'investissement pour mettre à jour tous les logiciels des professionnels de santé pour faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec Mon Espace Santé. D'accord. Et au-dessus, entre guillemets, Mon Espace Santé, on a toute la surcouche liée à l'innovation. Pour faire en sorte que ces applications de télésurveillance, par exemple, elles émergent, elles ne sont pas toutes faites par la puissance publique, c'est pas l'idée. Il faut faire en sorte qu'on développe un marché économique qui permette aux industriels, aux start-upers de développer ces sujets. Et donc là, il y a 650 millions d'euros supplémentaires dans un plan lié à France Relance qui s'appelle la stratégie d'accélération santé numérique, qui permet d'aller de sujets mous, entre guillemets, comme la formation des professionnels de santé, à du sujet très dur comme le remboursement de ces dispositifs médicaux connectés, ce qui est indispensable pour que les industriels derrière aient un business model pérenne et puissent développer ce genre de sujet au-delà des subventions qu'on peut donner via le Ségur, par exemple, ou via tel ou tel sujet, pour faire en sorte que tous ces services numériques développés par le terrain, donc par les industriels, par la société civile, par les professionnels de santé sur le terrain, ils émergent, ils soient innovants, et ils soient compatibles à la plateforme d'État qu'on a construite, c'est-à-dire au Ségur numérique. Et donc qu'ils soient conformes aux règles d'éthique, d'interopérabilité, de sécurité. Et ça, pour réussir la prévention, il faut tout ça. Pour réussir la prévention, il faut tout ça. Et entre guillemets, c'est pas rocket science. Le Ségur numérique, on parle juste de la dématérialisation du papier, en fait, et du fait que demain, on sort de l'hôpital et on reçoit automatiquement dans Mon Espace Santé son compte-rendu de scanner, son compte-rendu de radio, son compte-rendu d'opération, pour derrière pouvoir avoir nos propres données et faire en sorte, en fonction de notre propre état de santé, de nous pousser tel ou tel sujet de prévention personnalisé. Alors Jean-Pierre, Thierry, je me tourne vers vous. Est-ce que le patient, alors je sais que vous avez également une dimension technologique, je vous ai connu sur ces sujets-là aussi, notamment de radiologie, mais là, je m'adresse à celui qui s'intéresse à la vie des patients, qui les représente. Est-ce qu'on peut considérer effectivement qu'on va améliorer sa prise en charge de ces maladies, de sa maladie longue, sa maladie difficile, et est-ce que le patient lui-même va s'y retrouver, à votre avis, pour nous mettre en jambes ?
Oui, je voudrais revenir à la définition de la prévention dans un premier temps, et notamment pour parler de prévention primaire. Alors d'abord, dans les 20 propositions que vous trouvez sur le site de France Asso Santé, qui était en amont pendant la campagne présidentielle, vous avez un certain nombre de thèmes qui font partie du pilier prévention stricto sensu, dans lequel on va sortir du champ de la médecine pour aller vers la société. Donc si on parle de nutrition, on peut même parler de l'importance d'engager les collectivités locales, d'avoir une médecine populationnelle, ou plutôt une approche de santé populationnelle. On dépasse le cadre qu'on a vu, qui est peut-être plus de prévention secondaire ou tertiaire si on est dans le cadre des maladies chroniques. Donc là, France Asso Santé propose des engagements assez forts, et on voit bien qu'une partie de ces préventions est effectivement révolutionnaire. Alors si je parle de révolution de la prévention, c'est pas moi qui en ai parlé le premier, c'était dans la plateforme il y a 5 ans du président qui vient d'être réélu, et qu'on reparle aujourd'hui de révolution de la prévention. Donc il peut y avoir à la fois des challenges, et on voit bien qu'on est obligé, je vais revenir sur la dimension plus médicale, de sortir de la dimension médicale. On cite aussi par exemple un effort très particulier à faire pour gérer les fausses informations et les fake news. C'est une demande aussi de France Asso Santé d'avoir, et on sait bien entendu qu'il y a des efforts qui sont faits par le ministère de la Santé pour avoir une meilleure information de la population et que ce ne soit pas sous la coupe de gourous ou qui partent dans de mauvaises directions. Donc évidemment. Donc cette révolution, elle a été sans doute freinée par les 2 ans qu'on vient de vivre de pandémie, où en même temps, on a été rassuré, surtout dans un deuxième temps, de voir que les associations étaient engagées auprès des pouvoirs publics, que le programme de vaccination en France nous place parmi les pays où la vaccination a été, en fin de compte, la mieux déployée. Et aujourd'hui, on demande que le même effort soit fait en prévention primaire, là aussi, pour l'utilisation des traitements préventifs du Covid, notamment pour les populations immunodéprimées. D'accord, ça c'est le Covid. Ça, c'est le Covid, et c'est aussi le champ de la prévention primaire. Si on parle de la prévention secondaire ou tertiaire, et puis il y en a même une qui est quaternaire, là on est effectivement, comme ça vient d'être dit par Marguerite Cazeneuve et par Laura Letourneau, on tombe immédiatement sur la mobilisation des données efficaces, et du point de vue du patient, on va trouver des outils comme la télésurveillance, mais aussi évidemment l'accès à des bons sites internet et les applications. Et là on est sur... alors, des associations sont complètement engagées depuis très longtemps dans ce domaine, mais on est devant une profusion d'offres, et on a besoin d'être à la fois rassuré sur le plan de la sécurité et de la confidentialité des données. Donc maintenant, nous avons un cadre. La France a largement influencé ce qu'on appelle le RGPD au niveau européen. Et puis, on a besoin de s'y retrouver, notamment entre les applications, pour qu'elles soient agrégées auprès d'un serveur unique qui sera mon espace santé. Et on suit en ça des pays où ça s'est plutôt bien passé, comme l'Angleterre ou une partie des régions espagnoles, donc on est tout à fait dans la course à ce niveau-là. Et puis, je parlais de la prévention quaternaire. Évidemment, quaternaire, c'est-à-dire la prévention liée à lutter contre la surmédicalisation et la iatrogénie. Elle est vraiment très importante également. Et évidemment, elle doit bénéficier d'une meilleure coordination, d'une meilleure circulation de l'information entre les acteurs, que ce soit les établissements publics et privés et les médecins de ville, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Et là, on a évidemment, maintenant, avec le cadre qui a été mis en jeu et le Ségur numérique, on doit avoir une accélération. Pour revenir à la proposition, on est quand même très sensible au fait qu'il faut diminuer la part du paiement à l'acte, aller vers plus de forfaits, suivre les expériences et aller au-delà des expériences de l'article 51 pour ce qu'on appelle défragmenter l'offre de soins et avoir une meilleure fluidité qui ne soit pas, même si les systèmes d'information sont disponibles, contrecarrés par des modèles d'affaires qui, en fin de compte, isolent les acteurs dans une forme, je terminerai là-dessus, de corporatisme qui caractérise un peu notre pays de temps en temps. Non, tout ça, Jean-Pierre Thierry est très brillant, mais vous brassez large. Mais je veux demander à Marguerite Cazeneuve, finalement, vous y retrouvez quand même avec ce que nous dit le représentant de France Asso Santé, à la fois prévention primaire, surmédicalisation. On travaille quotidiennement ensemble, et on ne fait rien sur ce sujet sans évidemment avoir associé les patients. Et par ailleurs, la prévention et la santé de manière générale,
Il faut une appropriation par le patient. C'est d'abord le patient qui est, entre guillemets, maître de sa santé. Et donc, on voit aussi dans la prévention, notamment secondaire et tertiaire, l'aspect motivationnel. Et donc, voilà, il y a le patient est au cœur. Il faut qu'on outille par ailleurs les professionnels de santé. Et puis, le sujet qui est plus compliqué, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire les facteurs de risque, puisque là, évidemment, c'est beaucoup plus large. Et par ailleurs, ça dépasse le sujet de la santé. C'est l'alimentation, c'est l'exposition à des facteurs environnementaux, etc. Et donc là, la question, c'est qu'on sort, j'allais dire, du seul champ de la santé. Et c'est un peu le concept de One Health, c'est comment, de manière générale, on a un mode de vie qui nous permet de préserver le plus longtemps possible une bonne santé. Ça voudrait dire quoi? Que le prochain ministre de la Santé devrait être aussi ministre d'autre chose, de l'environnement, En tout cas, ça veut dire que les portefeuilles ministériels sont liés. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus penser l'agriculture, on ne peut plus penser l'écologie sans penser la santé et vice-versa. Je pense qu'on ne peut plus avoir une politique éducation qui n'intègre pas un volet santé et vice-versa. Et donc, on voit bien que la santé et pas le soin, la santé, ça suppose d'intervenir très en amont et donc de faire intervenir beaucoup d'acteurs loin de la santé. Ça, on le comprend assez bien et je vois d'ailleurs qu'effectivement, il y a des évolutions et probablement on va un peu vers cela. Mais comment vous, qui maîtrisez à la fois quelques politiques de santé, mais également les comptes, comment vous arrivez à... Comment vous ferez la réussite de faire travailler à la fois des questions de santé, des questions économiques, des questions pour les personnes âgées, de la prévention. En fait, c'est-à-dire avoir une vision. Alors, on parle en informatique d'interopérabilité, mais là, en l'occurrence, c'est faire vraiment tomber les silos, quoi. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on peut y arriver? Parce qu'on le dit depuis longtemps et c'est quand même assez difficile. Moi, je suis presque nouvelle à l'assurance maladie. Ça ne fait qu'1 an, et donc je suis jeune et pleine d'espoir et de... Ça se voit. Et de motivation, mais oui, en tout cas, pour ce qui est de la prévention médicalisée, le dépistage, la vaccination, etc., la télésurveillance des patients chroniques, etc., tout ça, c'est des objectifs qui sont atteignables. La prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées, c'est atteignable. Le dépistage extrêmement précoce des enfants, c'est atteignable. Là où, effectivement, ça devient un peu plus complexe, c'est sur les champs un peu plus larges, mais je crois de toute façon qu'à partir du moment où il y a une volonté de transformation de l'agriculture, de l'environnement, etc. De toute façon, on va être embarqué. Donc, on n'a pas. Je suis pas sûre que la santé a besoin d'être seule à porter les choses. Et d'une certaine manière, on a, nous, j'allais dire, Assurance Maladie, presque un rôle d'alerte, comme les associations de patients et Est-ce que, voilà. en pratique... Et donc, il faut que ces alertes-là, qui viennent du monde de la santé, elles encouragent aussi les acteurs qui ne sont pas du monde de la santé à bouger. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut être amené à penser que, par exemple, la planification environnementale aura vraiment un dossier santé? Ah oui, c'est sûr. Dimension santé. Oui. Enfin, en tout cas, des conséquences santé et des mesures d'impact sur la santé, c'est une évidence. Laura Le Tourneau. Mais juste pour donner un exemple du fait qu'on sait travailler en interministériel aussi, en particulier ces dernières années, là, le plan France Relance nous a beaucoup aidé parce qu'il est porté au niveau interministériel, donc ça cassait les silos entre les différents ministères. Dans le plan de France Relance, il y a tout un pan sur la formation des professionnels de santé au numérique, dans lequel on travaille étroitement avec le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce sujet était bloqué depuis des années. Ça nous a rapprochés, le fait qu'il y ait un portage interministériel fort. Et de la même façon, on a fait signer, là, dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, les principes éthiques pour le numérique en santé, qui ont été validés par la Commission européenne et les États membres. J'en parlais en conférence inaugurale ce matin, en 3 semaines. Preuve qu'il faisait consensus, en fait, entre tous les États membres et qu'il n'y a pas eu, comme souvent au niveau européen, des mois de discussion autour d'un sujet pour changer des virgules. On a fait adopter les principes éthiques du numérique en santé. Dans ces principes éthiques, il y a une partie sur développer des services numériques en santé qui soient dans un cadre de valeurs humanistes. Donc, par exemple, une intelligence artificielle responsable, que tout le monde ait conscience des services numériques, de leurs bénéfices, de leurs limites. Il y a un deuxième pilier
pilier qui est autour de faire en sorte que les gens soient acteurs de leur santé, de leurs données de santé, donc inclure les citoyens, y compris de façon directe aux côtés des associations de patients dans la gouvernance, faire en sorte que la portabilité des données dont je parlais tout à l'heure grâce au Ségur numérique soit une réalité et pas juste le RGPD, qu'on les outils, comme disait Marguerite, que ce soit pas juste un texte, que ça existe en vrai. Il y a un troisième pilier autour des fractures numériques et il y a un quatrième pilier autour de l'éco-responsabilité du numérique en santé, qui nous tient énormément à cœur. Le constat, c'était de dire le numérique en santé, on est globalement d'accord tous pour dire qu'il faut y aller, qu'il faut avancer sur ce sujet dans un cadre interopérable et sécurisé. Mais si demain, c'est pour plus polluer et donc pour peser sur la santé des populations et in fine pour que les gens soient plus malades à cause du numérique en santé, on aura perdu le combat. Donc il faut qu'on fasse du en même temps, pour le coup, et qu'on avance à marche forcée sur le numérique en santé, mais dans un cadre éco-responsable, où on recycle des équipements informatiques, où on fait des services numériques et des dispositifs médicaux connectés, où on les code de façon éco-responsable par design. Et ça, on l'a travaillé avec le ministère de la Transition écologique et solidaire dans une logique un peu One Health, comme c'était dit tout à l'heure. Je vous coupe simplement pour... On voit bien donc au plus haut niveau de l'État que vous représentez, de l'Union européenne, quasiment. De l'Union européenne, que vous êtes déterminé. Est-ce que les professionnels sur le terrain, les patients, on peut comprendre qu'ils y verront leur intérêt, même si il doit y avoir des freins. Mais est-ce que franchement les professionnels vous semblent décidés? Et en particulier, vous avez, sur le numérique, c'est ma deuxième question parce que le temps presse, vous avez dit qu'il y avait des points positifs, on n'en dit qu'on vient pas ici en tout cas, mais vous avez parlé des limites. Expliquez-vous. On sait très bien que comme sur toute innovation, je veux dire aujourd'hui, je sais pas quoi, un logiciel qui permet de diagnostiquer davantage les fractures de l'humérus en étudiant une radio, par exemple, on sait très bien que ça peut aider le radiologue de plein de façons. La première prévention, c'est d'être prudente, Laura Letourneau. Mais qu'il y a aussi des limites, évidemment. Et ça, il faut en avoir conscience, il faut les dire de façon transparente. Donc ça fait partie du cadre éthique qu'on a fait signer. Ce que je voulais dire sur les professionnels de santé, c'était qu'on était dans une sorte de cercle vicieux où les professionnels de santé n'étaient pas hyper enclins à aller sur des sujets numériques, aussi parce qu'ils avaient des outils souvent d'un autre temps qui dysfonctionnaient, qui étaient trop longs, qui n'étaient pas interopérables, qui n'étaient pas ergonomiques, et donc ils perdaient du temps médical en double saisie au lieu d'en gagner, pour le faire de façon très caricaturale. Des éditeurs de logiciels qui nous disaient oui, mais pouvoir public, vous imposez pas des normes d'interopérabilité de façon volontariste au niveau national, donc pourquoi moi je jouerais le jeu alors que mon concurrent le joue pas? Des pouvoirs publics qui disaient oui, mais quand on se tourne vers des professionnels de santé, ils aiment pas trop les sujets numériques, donc on fait pas porter les sujets. Je caricature, mais on était dans ce cercle vicieux. Avec le Ségur numérique, là, on a réussi à rompre le cercle vicieux. On a dit on traite en direct le sujet avec les éditeurs de logiciels pour se mettre d'accord sur des normes d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique, et on les impose pour faire en sorte que ce soit déployé en 1 an et pas en 20 ans, ce qu'on vient de dire précédemment. Pour faire en sorte que demain, les professionnels de santé, ils aient des logiciels en vrai interopérables, où on appelle par exemple, on dit que c'est de l'alimentation de mon espace santé en 0 clic, c'est-à-dire que c'est transparent pour eux comme pour SIDEP aujourd'hui, le système d'information de dépistage avec les laboratoires de biologie. Ils se rendent même pas compte qu'ils alimentent SIDEP, c'est automatique entre leur propre logiciel et SIDEP. De la même façon, ce sera automatique entre les logiciels des pharmaciens, des médecins, des hôpitaux et mon espace santé. Donc pour mon espace santé, j'ai rien à faire. En tant que professionnel de santé? Non, en tant que malade. Enfin, donc, le professionnel de santé, quand le Ségur VAC 1 sera déployé, donc d'ici la fin de l'année, n'aura rien à faire. Son document sera automatiquement alimenté dans mon espace santé. Lui, il recevra une notification qui lui dira « Vous avez un nouveau document dans mon espace santé ». D'ici là, il faut que le patient lui-même prend son papier de compte-rendu de radio à la fin de l'hospitalisation et le mette en un clic. On a fait en sorte, avec l'assurance maladie, de refondre l'ergonomie pour que ce soit facile à remplir aussi pour le citoyen. Mais dans 18 mois, disons, les documents seront alimentés automatiquement. Donc ça, c'était le premier sujet à résoudre pour embarquer les professionnels de santé. Le deuxième sujet, c'est de dire, maintenant que le problème technique est résolu et d'ergonomie des logiciels, il faut faire en sorte que tout le monde joue le jeu et donc que les professionnels de santé alimentent effectivement mon espace santé. Et donc, en cela, on a une logique très volontariste puisqu'on fait en sorte de... Là, on vient de sortir un arrêté qui oblige le remplissage de certains documents essentiels par les professionnels de santé dans mon espace santé et qui prendra effet à la fin du Ségur numérique. Donc on joue sur tous les maillons de la chaîne. Le maillon éditeur de logiciels, qui était le premier à résoudre, et le deuxième maillon, qui est le maillon professionnel de santé. Marguerite Cazeneuve et Jean-Pierre Thierry, et puis on termine. Donc, sur mon espace santé, vous avez vu que c'est très très beau. Très ergonomique. J'espère que vous avez tous votre compte ouvert. Et par ailleurs, effectivement, il va s'enrichir. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une interface qui soit vraiment carnet de santé de l'enfant, puis qu'on ait une interface qui soit spécifiquement dédiée aux patients diabétiques, etc. Et donc, cet espace santé, il va se personnaliser. La deuxième limite sur le numérique, en tout cas pas limite, mais enjeu,
C'est qu'aujourd'hui, vous avez 35 000 applications qui sont disponibles sur les stores de santé, alors des applications motivationnelles, des applications, etc. Et à part celles qui ont un DM, personne ne les évalue. La haute autorité de santé aujourd'hui, on n'a pas d'autorité indépendante qui évalue le contenu médical de ces applications. Et donc, on a un sujet, donc on va essayer de le résoudre en partie avec les applications qu'on va labelliser, nous, dans Mon Espace Santé. Mais il y a un enjeu pour les pouvoirs publics, de manière générale, et les autorités scientifiques, de s'emparer de ces objets-là, parce qu'en fait, ils sont maintenant hyper présents dans la pratique des patients et des professionnels. Et puis, dernière chose, et après, je vous embête plus. C'est que avec la prévention, on voit bien que l'enjeu de la prévention, évidemment, c'est d'avoir un meilleur système de santé, de limiter les soins, etc. C'est de lutter contre les inégalités. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est clé pour lutter contre les inégalités. Mais il faut aussi faire attention à ce que nos programmes de prévention ne recréent pas des inégalités. Et donc, c'est là où il y a les inégalités de santé, c'est vraiment au cœur de ce qu'on doit faire, hein, puisque évidemment, vous avez plus de risques quand vous avez un facteur social dégradé. Et donc, quand on dit il faut manger bio, c'est mieux pour sa santé, ok, mais est-ce que tout le monde peut manger bio, etc., etc. Et donc, on a dans l'appréhension globale, et c'est la chose la plus compliquée, c'est-à-dire l'exposition à des facteurs chimiques, à des facteurs environnementaux, la promiscuité, etc. Tout ça sont des choses, c'est des facteurs de risque sur lesquels le plus compliqué, ça va être aussi de pas discriminer les personnes qui sont potentiellement les plus précaires et les plus éloignées de nos messages. Voilà, c'est une bonne transition pour Jean-Pierre Thierry, et notamment qui nous dise un petit mot sur un point important de la prévention, c'est les addictions, la lutte contre les addictions. J'imagine que France Asso Santé en a fait un de ses sujets. Alors, on termine. Après. Je voulais commencer par dire que la vision globale type One Health, elle est indispensable pour tracer un cap et pour mobiliser effectivement dans toutes les dimensions qu'on a pu citer. Après, comme tu m'as demandé déjà d'être très concret, il y a un volet qu'on n'a pas complètement abordé, c'est, je dirais, autour de la disponibilité, la transparence des données et de ce qu'on en fait. Alors d'abord, sur Mon Espace Santé, France Asso Santé, le 6 avant lui, a toujours milité contre la réduction d'asymétrie. C'est-à-dire, à titre individuel et collectif, ça va permettre de s'approprier les données. Et en même temps, on dit attention aux alternatives physiques qui restent indispensables, mais ça a été adressé. Attention à la fracture numérique qui restera. Et on voit ça aussi bien aujourd'hui dans la discussion sur la numérisation des services publics en dehors de la santé. Alors, après, sur cette disponibilité de données, on doit construire des politiques de santé et de prévention fondées sur des données probantes. Et là, ce seront pour moi les vrais marqueurs d'une révolution de la prévention. Si je prends l'exemple de l'alcool, c'est 41 000 décès évitables en France. On est numéro 3 ou 4 au niveau de l'OCDE. On est très mal placé par l'OMS. Il y a des mesures qui, visiblement, n'ont pas été assez prises, qui sont à la fois qui vont mobiliser le numérique, mais là, effectivement, il faut trouver les bons outils. Donc, il faut qu'ils soient évalués. C'est en partie fait, mais insuffisamment. Mais on sait qu'ils peuvent apporter beaucoup, notamment si les patients, à travers les associations, se les approprient. Il y a les notions aussi de patients experts. Mais aussi, il y a les données épidémiologiques. Et dans ce contexte, il faut prendre les mesures à partir de la gradation des risques qu'on a adressés. Donc l'alcool, c'est un des risques qu'on doit adresser en priorité dans ce pays, compte tenu des effets induits directs et indirects, et ça sera un marqueur de la révolution de la prévention pour nous. Ensuite, il peut y en avoir d'autres. On a parlé de la pollution, et puis, donc, comme le sujet est très vaste, je voulais juste terminer sur la prévention de la iatrogénie, notamment chez les personnes très âgées. Il faut qu'on fasse un effort vraiment très important et très rapide pour éviter au maximum la surprescription de médicaments, les interactions médicamenteuses. On sait que des EHPAD se sont lancés dans ce que les Québécois appellent la déprescription. Alors nous, on est toujours un peu timide pour transposer des locutions extrêmement explicites, je ne sais plus comment on appelle ça dans les EHPAD, mais ça marche, la déprescription, et effectivement, avoir peut-être d'autres modèles économiques qui vont valoriser une médecine plus intégrative, j'ose pas dire plus douce, parce que ça pourrait être mal interprété, et plus fluide. Donc les outils numériques ne fonctionneront que si effectivement on a cette vision globale et si des leviers de transformation suffisamment puissants vont mettre en œuvre la révolution de la prévention attendue et promise. Vous en conviendrez, restons-en là hein, pour aujourd'hui, vous en conviendrez, nos invités étaient brillants. Et puis, effectivement, espérons que
sur l'alcool et sur le vin. N'oublions quand même pas, mon cher Jean-Pierre Thierry, que nous sommes un pays, un beau producteur de très bons vins et que c'est bien difficile d'avoir une politique en la matière. Le vin est la caverne de l'âme, disait Erasme. Vous souvenez-vous, Jean-Pierre Thierry? On peut avoir une meilleure compétitivité, notamment sur le vin, etc., en protégeant, je rappelle, les 5% de Français qui boivent 50% de l'alcool. Donc le problème, c'est de remonter... Je suis invité à animer un grand débat au Salon de l'Agriculture. Vous serez mon prochain invité. Et ils ne boivent pas le même vin que toi, mon cher Pascal. D'avoir du succès. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'être venu.